commence par je m'appelle Chloé, ça vous le savez. Ce que vous savez également, c'est que je suis une femme blanche, encore jeune. Ce que vous ne savez pas tous, c'est que je proviens d'une famille qu'on classe en état d'une catégorie sociale plutôt basse. Et puis surtout, le plus important à mes yeux, vous le savez tous, que je me considère comme guyanaise. Et ça, on ne le voit pas tout de suite. Je me considère guyanaise parce que ça fait maintenant 25 ans que je suis arrivée en Guyane, par les hasards de la vie. Et je remercie ma mère de m'avoir permis de grandir tout simplement sur ce territoire multiculturel. Et donc forcément, quand je vois ce type de reportages qui ont été diffusés sur des médias nationaux, des médias comme TF1, M6, Arte, ou des médias régionaux comme Guyane Première, ben moi ça m'énerve. Vraiment ça m'énerve. Ça m'énerve comme je pense que ça énerve pas mal de Guyanais, et pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on n'entend jamais parler de la Guyane au niveau national. Et la seule fois qu'on en entend parler, c'est de cette manière-là. Le beau laboratoire géant avec tout ce qui est forêt amazonienne, sinon la haute technologie spatiale alors que nous on galère avec notre Internet, hein, ou sinon on a droit à tous les fléaux sociaux de la Guyane, comme la drogue, comme les suicides, etc. Toujours avec le même regard de métropolitain envers la Guyane. À quel moment on aura droit enfin à des reportages diffusés sur des médias nationaux, créés par des Guyanais, et qui diffusent notre vision de la Guyane, notre vision de notre population, et qui expliquent surtout pourquoi il y a ces fléaux en Guyane. À qui est la faute finalement de ça? À quel moment on nomme finalement l'État français dans tous ces reportages-là? Jamais. Et donc, moi, en tant que Guyanaise, vraiment, c'est un sujet qui me perturbe énormément, parce que j'ai grandi finalement le cul entre plusieurs touques. D'un côté, j'avais ma touque, avec toutes mes origines familiales, européennes, ardéchoises, un petit peu de Belgique, même un petit peu de pied noir apparemment. Et puis, de l'autre côté, j'ai mon autre touque, celle avec tous mes emprunts, à tous mes amis, à toutes les cultures en Guyane. Parce que moi, j'ai grandi à Kourou, beaucoup de blancs, vous me direz, mais contrairement à la majorité d'entre eux, je suis pas de papa au CSG. J'ai grandi dans un quartier encore classé par l'État français aujourd'hui comme ZUS, comme une ZSP, comme voilà, un quartier non sécuritaire, Monnerville. Moi, ça a été le lieu de toutes mes rencontres, quoi. Le lieu de mes aventures, le lieu où j'ai grandi, où j'ai passé mes 13 premières années en Guyane. Et voilà, je partais le matin, j'allais chez ma première voisine qui était d'origine bouchinagé, j'essayais, désespérément, d'apprendre à tresser ou même à danser. Bon, j'ai toujours été bloquée, ça c'est le côté blanc qui est bien incrusté. Après, je partais le midi manger chez ma voisine bolivienne, des empanadas. Elle est où ma copine? Elle est pas là. Voilà. C'est là où j'ai connu Cassandra. Elle est là, je t'ai pas vu. Quand même, je t'ai cherché. Et puis l'après-midi, je pouvais faire des colis amérindiens avec une copine créole pour finir le soir chez des coulis à bouffer du rôti, quoi. Mes journées, c'était ça. Je passais de culture en culture. Et on avait quand même une base d'éducation à la française, tout le monde. On croyait par exemple Père Noël, la petite souris, aux œufs de Pâques, etc. Mais j'avais une croyance vraiment un peu particulière. Je croyais en une espèce de sauveur, l'État français. Et j'y ai cru longtemps en fait. Donc c'était normal, hein, en même temps. C'était même lui qui nous donnait à bouffer tous les mois, hein, quand on galérait avec le RMI, maintenant ça s'appelle le RSA. C'est lui qui nous permettait de bouffer quand même. Puis c'est grâce à lui qu'on s'achetait une nouvelle pompe chaque année à la rentrée scolaire.
On faisait presque un calendrier de l'Avent avec mon frère pour attendre l'allocation de rentrée scolaire, quoi. Le bonheur. Noël avant l'heure. Et j'étais pas toute seule à penser de cette façon parce que en Guyane, à l'heure actuelle, il y a plus de 42 000 allocataires du RSA, donc RMI devenu RSA aujourd'hui. C'est-à-dire que de façon directe ou indirecte, il y a une personne sur deux en Guyane qui vit grâce aux aides du RSA et de la CAF. Donc forcément, ça place déjà un petit peu le principe, quoi. Merci État souverain de nous donner à bouffer. Et puis, ma mère, avec son bac -3, elle m'a beaucoup expliqué que l'éducation nationale nous permettait d'avancer dans la belle échelle sociale, puisqu'on est quand même dans l'État français, avec le beau slogan « Liberté, égalité, fraternité ». Donc moi, voilà, j'étais à fond, j'étais sous scène, mais première ordre, quoi. Et donc, en même temps que j'assimilais mes leçons, j'assimilais en même temps cet état d'esprit, avec cet état sauveur, quoi. Contrairement au Père Noël et compagnie, j'ai vite fait l'arrêter d'y croire, quoi. Ça, au contraire, avec les années, ça s'est amplifié. J'ai choisi de faire mes études à l'Université des Antilles et de la Guyane, de ne pas partir. Ça, je pense qu'il faudrait une conférence gesticulée juste pour ça. Mais j'ai fait un test métier de formation et de médiation. Et une licence, lettres sciences humaines et appliquées. Et encore une fois, je dis remercier l'État sauveur de me permettre de faire ces études. C'est pas lui qui permet d'avoir la gratuité dans les universités. C'est pas lui qui me donne 400 € par mois pour pouvoir me nourrir, me loger. Même si ça coûte 450 € le loyer. Il me permet quand même de vivre. Cool, quoi. Même si c'est des diplômes cocotiers, c'est pas grave. J'ai des diplômes. Et puis, je pensais que, là, avec le recul, je me suis demandé pourquoi là, j'ai pas commencé à lâcher cette idée, quoi. Et au contraire, ça s'est encore amplifié, en fait. Après que j'ai eu ces diplômes cocotiers, je me suis dit, avec ces fameux diplômes, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? J'ai regardé un petit peu les débouchés, etc. Et je me suis vite rendu compte que j'avais plutôt intérêt à taper la fonction publique, quoi. Parce qu'en Guyane, il y a 23 000 personnes qui travaillent un peu plus, qui travaillent dans la fonction publique. Ça représente 35% des emplois actifs en Guyane. Et ça ne comprend pas encore les chiffres du CSG, avec les emplois directs et indirects. Donc on a à peu près un emploi sur deux qui est lié de façon directe ou indirecte avec l'État français, quoi. Donc bon, avec un taux de chômage de pratiquement 45% chez les jeunes, on ne réfléchit pas longtemps, quoi. Mon objectif, c'était de viser la fonction publique. Et puis, encore une fois, par ma mère, je suis désolée, parce que je vais beaucoup en parler ce soir, et j'ai toujours été une personne très engagée dans différents combats associatifs ou autres, et j'avais besoin d'un emploi qui fasse sens, qui me permette de rendre à ce territoire ce qu'il m'avait donné. Et donc je ne vais pas juste être planquée dans une administration avec un salaire qui tombait tous les mois. J'avais besoin de trouver un emploi qui fasse sens. Et pour moi, l'État étant mon sauveur, je me voyais être que dans la fonction publique d'État. Parce qu'il y a plusieurs fonctions publiques. Il y a la fonction publique hospitalière, il y a la fonction publique territoriale pour les mairies, la région, le conseil général. Mais non, moi je voulais la fonction publique d'État. Parce que c'est eux qui mettent en place la politique du gouvernement français. C'est eux qui ont les bourses, les moyens de mettre en place des choses. Voilà, ceux qui ont les compétences. Ah ouais, puis surtout les bourses, quoi. C'est eux qui gèrent les fonds européens, par exemple. Puis c'est grâce à la France qu'on est dans les fonds européens. L'Europe s'engage en Guyane à hauteur de 500 millions d'euros de 2007 à 2013. Waouh! Le CSG, il finance à hauteur de 300 millions d'euros des infrastructures et des projets. Waouh, c'est là où je veux travailler, quoi. C'est vraiment là. Puis un jour, ça s'est fait, quoi. Banco. J'ai eu mon petit coup de fil. Allô, bonjour. Donc vous êtes engagé, vous allez être assistante de gestion sur un programme de financement leader. Ok. J'appelle ma mère. Allô, maman, je suis trop contente. J'ai obtenu mon poste.
son bac -3. Ma mère, elle a galéré toute sa vie, de CES en CUI, en CAE, etc. Elle a tous les contrats aidés. Et donc moi, avec mon bac +3, je me suis dit, un CDD de 3 ans, même restante, même sous-payé, c'est banco. Et c'est banco pour plusieurs raisons. Je commençais à faire partie des privilégiés. Les privilégiés qui touchent 40% de vie chère, contrairement au reste de la population. Je fais donc partie des 23 000 personnes en Guyane qui ont eu 40% de plus tous les mois sur leur salaire parce que la vie est trop chère pour eux, pas pour le reste de la population. Donc je me suis dit que ça arrangerait mon découvert. Non. En fait, non. Et puis j'étais contente aussi parce que tout simplement j'ai accédé à la fonction publique. Contrairement à beaucoup d'amis autour de moi qui ne sont pas de nationalité française et qui ont donc aucune possibilité de passer les concours puisqu'il faut avoir la nationalité française. J'ai des copines à l'université encore plus sous-c'est que moi, je ne sais pas si c'est possible, mais encore plus sous-c'est que moi, quoi. 2 haïtiennes, des grosses têtes, et elles ont attendu 3 ans que leur dossier de naturalisation arrive au bout pour pouvoir passer le concours d'infirmière pour l'une, d'assistante sociale pour l'autre, et de se classer dans les 3 premières. Elles ont galéré 3 années de leur vie avant de pouvoir finalement rendre service à l'État français et à la Guyane. Donc moi, je réalisais cette chance vraiment de pouvoir être là. Et puis, comme je le disais, en plus d'être privilégiée, j'étais l'élite, quoi. Fonction publique d'État. Je faisais partie de tout cela, parce qu'en Guyane, il n'y a pas énormément de Guyanais dans la fonction publique d'État. Il faut savoir que pour rentrer dans la fonction publique d'État, il fallait passer un concours au niveau national, les 3/4 du temps. Ensuite, faire une formation au niveau national, et ensuite on est muté sur le territoire. On peut être muté français. Et donc, avant de pouvoir retourner au pays, en fonction de la branche dans laquelle on est, on peut parfois galérer quelques années. Donc moi, en tant que contractuel de la fonction publique, j'ai pas eu à passer ces concours, j'ai pas eu à m'expatrier pendant plusieurs années, à donner mon travail à la patrie française. J'ai pas eu à faire ça. Je trouvais que c'était une chance. Ça, c'était à l'époque. Je suis revenue dessus. Donc voilà, j'étais vraiment super heureuse de faire ça. Et la dernière raison qui me rendait vraiment heureuse, c'est que, en travaillant pour la fonction publique d'État, en Guyane, le plus gros niveau, c'est la préfecture, et donc c'est le préfet. On appelait ça avant un gouverneur, avant 46, avant la départementalisation, mais bon, ça grondait un petit peu plus en Afrique, donc ils ont préféré changer de terme, ça faisait trop colonisateur. Et donc, moi, du jour au lendemain, je me retrouvais reliée pratiquement directement à un des apôtres de mon sauveur. C'est le bonheur. Et donc pour lui, pour mon apôtre et pour mon sauveur, j'ai endossé mon costume de VRP. VRP adapté au local, s'il vous plaît. Avec mon petit treillis. Et puis surtout, ma mallette. Voilà. Et donc avec ma mallette, j'ai parcouru pour le compte de l'État français, mon client finalement, l'ensemble du territoire du parc pour essayer de trouver des clients potentiels pour refourguer mes fonds européens. Et donc voilà, j'ai une mission de prospection régulièrement. Et à force d'essayer de les refourguer, ces fonds européens, ces dispositifs de développement local, j'ai commencé à les comprendre. J'ai commencé à comprendre qu'est-ce qui se cachait derrière. À qui profitait finalement ce développement? Et que voulaient dire finalement tous les sigles employés? Quelle réalité se cachait derrière? Et donc ce soir, j'aimerais m'appuyer sur Matouk, mon compagnon de voyage pendant ces 3 ans et demi, pour pouvoir vous livrer quelques-unes de ces clés que j'ai compris de cette expérience. Et donc je vais m'appuyer sur Matouk tout simplement parce que ça a été souvent un soutien, un repos pour moi. Même si elle a été une charge, il ne faut pas croire, hein, c'est chacun sa touche, chacun sa merde, donc c'est un travail partout. Mais dedans, il y a ma vie, quoi. Dedans, j'y mettais de quoi me nourrir, de quoi dormir, de quoi me changer, de quoi travailler. Parce qu'évidemment, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de restaurant.
j'allais. Mais depuis que j'ai arrêté de travailler, depuis que j'ai souhaité voilà, rompre ce lien avec le sauveur, j'ai caché aussi d'autres choses en fait. J'ai caché mes claques que j'ai prises depuis 3 ans et demi. J'ai caché mes émotions, mes colères, mes convictions également. Et donc, ce soir, je vais vous emmener avec moi en voyage, en mission de détection de porte-à-projet, sur le sud de la Guyane, sur le Maroni, en pays amérindien. Et donc, la première chose que je vais vous sortir de ma touche, c'est ma conviction. La conviction, tout simplement, que je vais être là ce soir, que je dois arrêter d'hurler, comme beaucoup m'ont connu, ou de me terrer dans mon silence, que je dois trouver les mots justes pour pouvoir exprimer cette expérience. Et donc, pour moi, c'est sous cette forme de conférence gesticulée. Et pourquoi? Je vais reprendre les mots de Noémie Moutel, qui m'ont énormément touchée, qui est une conférencière gesticulante comme moi, et dans lesquelles je me suis retrouvée, dans lesquelles j'ai retrouvé la situation de la Guyane. Cela me permet de présenter le contraste fort, gênant et violent entre la façon dont on m'a présenté le travail de l'État et l'expérience que j'ai pu en faire. Quand je gesticule, c'est comme si je hurlais mes doutes, même si je chuchote et je souris, même si j'ai l'air sûr de moi. Et ça sert à quoi d'hurler ces doutes? Autant crier ses convictions, non? Pourquoi hurler ces questions, ces accidents de parcours, ces incompréhensions? Eh bien pour casser, détruire et réduire en miettes les bases de la technocratie, pour ouvrir des brèches, trouver les failles de cette société qui se repose sans cesse sur ses experts, pour affirmer haut et fort et en public que l'humain doute et ne connaît pas de certitude, pour rappeler à qui veut l'entendre que nous ne sommes pas des machines, que nous pensons et ressentons le monde à chaque seconde. Et donc, la première étape pour vous emmener avec moi au voyage, comme je le fais à chaque fois, à chaque mission, c'est que je me rends dans le siège du parc amazonien. Parce que le parc amazonien, comme je disais, c'est un établissement public d'État qui est tout jeune, qui est, comme disait le directeur à l'époque, l'établissement public à 2 ans, il commence à apprendre à marcher, l'établissement à 5 ans, il commence à apprendre à communiquer, etc., etc. Donc cet établissement public jeune a 2 objectifs. Le premier, développement durable, donc protection de l'environnement forte, etc. Et deuxième chose, première chose, protection, excusez-moi. Première chose, protection de l'environnement, et deuxième chose, développement local. Développement local, comme ils disent dans leur charte, dans le respect des communautés et de leur manière de vivre traditionnellement. Et donc, forcément, moi, je n'étais pas sur la protection, j'étais sur l'autre volet, le développement local. Et donc, le parc amazonien, il est situé de Camopi à Saül, en passant Maripasoula et Papaichton, donc toute cette zone-là. Et son siège, il était là. Voilà. Donc pas du tout sur son territoire. Voilà. Lui, par contre, il était flambant neuf, hein, son siège, il est toujours d'ailleurs, tout climatisé avec plein de voitures toutes neuves, tout devant. Et donc, c'est là où moi je travaille en fait. Je travaillais pas du tout, pas du tout à l'année sur le territoire. Hein. Moi, j'étais basée là-bas, dans mon petit bureau climatisé. Et je faisais des missions régulièrement pour apprendre aux gens à monter des projets, en gros. Et donc, j'essayais de le fuir, en fait, régulièrement, le plus possible. J'essayais de le fuir, ce siège. Parce que dès le premier jour, en fait, j'ai pris une claque, en fait. Je suis arrivée, ma chef m'a dit « Bon, je t'explique ce que c'est le programme leader. » Alors, ça donnait un truc du style « Alors, le programme leader, il est sur un financement FEADER qui est géré via un PDRG, le comité de gestion, c'est le DAF, la DAF, il y a un comité de programmation via un GAL, enfin en gros, j'y comprenais que dalle. Chaque phrase, il y avait au moins 4 sigles, plus 3 mots de 4 syllabes, quoi, minimum. Et c'était comme ça toute la journée, avec tous les collègues du siège, quoi.
Je me disais quand même, j'ai fait un bac +3, je sais que c'est un diplôme cocotier, mais quand même je devais comprendre des trucs. C'est chaud quoi, franchement c'est chaud. Et je me suis rendu compte que vraiment, au fur et à mesure, hein, pourquoi ils utilisaient ce langage, c'était pour créer une frontière finalement entre la population normale, qui parle comme vous et moi, et puis eux, avec leur langage technique, qui a été appris très souvent dans des grandes écoles, il n'y a pas de grande école en Guyane, donc en métropole, et donc qui sont souvent des Français qui arrivent en Guyane, faire leur première expérience ici, et qui donc utilisent leur savoir appris en école sur le développement local pour créer une barrière en fait avec le reste de la population et pour garder ce pouvoir pour eux. Pour garder le pouvoir finalement des fonds. Il y a 2 millions d'euros sur mon fonds, il y a 500 millions d'euros sur tous les fonds européens. C'est pas de la petite mesure dont on parle, c'est vraiment des millions d'euros. Et qu'est-ce qu'ils font eux? Ils font un jargon incompréhensible avec des tomes comme ça. Moi, le PDRG dont me parlait la petite dame, c'est le Programme régional de développement rural. Il a changé 7 fois en 3 ans et demi. Et il fait à peu près cette épaisseur-là. C'est juste impossible pour tous les communs des mortels de comprendre la réglementation européenne qui évolue en permanence et qui a une complexité sans fin. Et donc voilà, on a la création de ce que j'appelle une technocratie. Donc une société aux mains d'une minorité qui possède la compétence, qui possède le savoir du langage par exemple, et qui par ce savoir-là conserve pour eux, pour une minorité de personnes, le pouvoir financier, le pouvoir économique, le pouvoir politique, etc. Et ça, c'était vraiment une première claque pour moi. Donc j'essayais de fuir et d'aller sur le territoire, parce que sur le territoire, bon, il y avait un petit peu moins de Français, un peu plus de Guyanais. Et donc voilà, c'est pour ça que je frayais. Donc avant de partir, voilà, je passais quand même récupérer mes dossiers et vérifier que j'oublie rien, parce que bon, sans un mail, j'ai pas l'air d'une conne. Donc la première chose que je mettais dedans, forcément, mon bébé, hein, vous savez, hein, je peux partir avec tout sauf ça. Et puis, voilà, le kawé, la mac, et puis de quoi bouffer, hein, là-bas, il faut être en mode autonomie. Alors quand on prend l'avion pour aller en France, avec Air France ou Air Caraïbes, on a droit à 23 kilos. Quand on prend l'avion pour aller en Guyane, on a droit à 10 kilos, pourtant on dormait sa bouffe, on va dormir, etc. Donc il faut savoir voyager plutôt léger. Donc c'est un mode Tsukushima, quoi. Quand je veux voir quelque chose qui tient la route, c'est Quack. Bon, normalement c'est avec de la sardine quand même. Je mange pas de sardine, donc c'est plutôt Quack des Quack. Donc voilà, après la mac. Et puis ne pas oublier sa petite lampe pour faire pipi, que je peux rouler. Essayez de ne pas la mettre comme moi tout au fond, parce que il faut une Une fois qu'on a rassemblé tout ça, on est parti. Direction l'aéroport, puisque comme on le sait tous, hein, on n'a pas de route pour accéder à notre territoire. Et bon, je dois faire à chaque fois 3 jours de pirogue. Alors c'est sympa, j'adore. Hein. Mais malheureusement, je ne peux pas être payé pour ça. Et donc, non, on va laisser sortir. Donc voilà. Matoury, embarquement immédiat, direction Mapassoula. La ville capitale des Bushinangais pour moi. Et là, l'atmosphère change tout de suite. Là, on a un autre rythme, on a une autre vision des choses, tout est plus ou moins ralenti, on prend le temps de discuter avec les gens, de les découvrir, de comprendre qui nous entoure, etc. Donc voilà. On débarque sur... Excusez-moi. Tant pour moi. Vous avez payé des amis de coups, quoi.
avec mes collègues, c'est le début. Là, la vraie vie démarre. Et la vraie vie démarre, quoi. Il y a une dernière étape, en fait, c'est pas vrai. Je suis obligée, en fait, à chaque fois de passer par le siège, parce qu'il y a des sièges partout du parc. Le siège à Maripasoula, où il y a le chef de délégation, métro, forcément, qui veut absolument me voir pour m'expliquer à chaque fois la façon dont je dois me comporter sur le fleuve, ce que je dois dire ou ne pas dire au peuple autochtone, au risque de les frustrer, alors que lui-même ne va jamais sur le terrain, mis à part quand il y a des officiels qui de toute façon mettent les deux pieds dans le plat à chaque fois. Il fait doucement là. Mais bon, je lui laisse faire son petit speech parce que j'ai un petit peu pitié de lui en fait. Il est contractuel comme moi. Comme je disais, contractuel, je considérais que c'était une chance au début. Chance de pouvoir accéder à la fonction publique. Mais en fait, on a droit d'abord à 6 ans de CDD avant de signer un CDI. 6 ans. 6 ans où tu as le droit de fermer ta gueule devant ton supérieur hiérarchique. 6 ans où tu vois les gens faire n'importe quoi, mais tu es obligé de fermer ta bouche parce que tu veux préserver ta place pour pouvoir ensuite accéder à un poste en métropole, retourner dans ton pays. Et donc voilà, lui il a adopté cette stratégie, c'est suivre les ordres au pas pour pouvoir conserver son poste. C'est vrai qu'avec le marché de l'emploi en métropole, comme ils aiment dire, il vaut mieux venir faire ses premières armes en Guyane, quoi. Donc, voilà, je faisais pitié, je laissais parler, ça passait plus vite, puis c'était réglé, quoi. Après, je pouvais plus vite retourner faire un petit cancan, avancer directement sur le terrain avec mes collègues. J'avais une collègue à Maripasoula qui s'appelle Myrta, une fille excellente. Il y a eu un portrait de Yaroni sur elle, d'ailleurs, à découvrir, Yaroni produit par Tic Tac. Et c'est une fille à Lukou qui a, ouais, elle aussi, finalement, le cul entre les deux touques. Et elle n'arrivait pas à avancer dans son taf, quoi. Ça faisait 4-5 ans qu'elle était au parc. Et son avis n'était pas pris en compte. Ses projets n'étaient pas retenus. Pour mettre en place un projet, il faut remplir une fiche action. Tous ceux qui ont travaillé à l'administration connaissent ça, les fiches actions. On adore les fiches actions. Et donc, elle avait plein de fiches actions, surtout faire des calendriers avec des seins, enfin, changer les seins et mettre des personnes de Guyane. Enfin, elle avait plein d'idées géniales, franchement. Sauf que ben, le chef de délégation, lui, il ne faut pas trop innover, quoi. Il faut que je protège ma place, on va faire les trucs dans l'ordre. Et puis bon, elle n'avait pas également tout le savoir du langage technique. Donc elle ne faisait pas les phrases comme, voilà, l'objectif, on commence par un verbe, on commence pas par un nom, quoi. Franchement, et donc, ben, ces dossiers, ils étaient déposés, et ça n'avançait pas du tout, c'était bloqué au niveau du chef. Et donc, ben, Myrta et moi, comme on aime bien résister, hein, et qu'on a bien compris leur petit jeu, je récupérais toutes ces fiches actions, et puis moi, ben, au siège, ben, j'ai pas à faire 1 heure d'avion plus le taxi pour aller donner ma fiche action, j'ai juste à grimper à l'étage et aller donner directement la fiche action au directeur, quoi, ou à la directrice adjointe. Et donc je torpille un petit peu tous les niveaux hiérarchiques pour faire avancer les dossiers. Petite stratégie comme une autre. Donc avec Myrta, on parlait des heures de tous les projets qu'on pourrait mettre en place avec si on avait de l'argent sur la zone, et voilà, je kiffais vraiment. Mais on parlait aussi souvent de notre statut contractuel parce que on s'est rendu compte qu'en fait c'était pas si avantageux que ça, déjà parce qu'on a 6 ans de CDD, mais ça on peut le comprendre, on fait nos tests, on n'a pas passé de concours, etc. On l'entend. Mais pourquoi, en tant que contractuel de la fonction publique, on a moins de droits qu'un salarié du privé? J'entends bien qu'on puisse avoir moins de droits, moins de salaire qu'un fonctionnaire, c'est logique, puisqu'on n'a pas fait les sacrifices pour. Mais pourquoi moins de droits qu'un salarié du privé? Pourquoi l'État français a créé le Code du travail? Pourquoi l'État français crée les droits des travailleurs? À quoi ils servent si lui-même ne les applique pas, ne montre pas l'exemple? On n'a pas droit à la prime de précarité, on n'a pas droit, il n'y a pas de cotisation pour les fonds de formation, etc. On ne parle pas du système de l'assurance chômage. J'en sais quelque chose. Bref, c'est vraiment, je comprends pas, quoi.
il crée des lois qui ne s'appliquent pas à lui-même. Donc voilà, on parlait beaucoup de cette situation et Myrta, il n'y a pas beaucoup de boulot à Maripasoula, des boulots sur lesquels elle peut quand même essayer de faire des trucs. Myrta, malheureusement, elle est obligée de rentrer dans les rangs. Pardon. Et donc, une fois que j'ai fait une petite discussion, j'ai récupéré mes projets, etc., on va direction les dégrades, là où il y a toutes les pirogues. C'est encore un endroit que j'adore parce que c'est un lieu de ville, tu peux t'acheter ta bouffe, ton petit coin de Maripasoula, ton pinda, ton piment, là remplir vraiment ta touque finalement, avant de partir. Et j'étais toujours accompagnée de Myrta parce qu'en fait j'ai toujours été extra, giga nulle en langue. Là, le français je me bats avec, comme vous pouvez le voir. Alors les autres langues, laisse tomber. Donc, ce sera un tambour de mes quelques années de cohabitation, enfin de voisinage avec la famille Bushinangé. J'ai retenu 2 mots. Gagou, qui voulait dire quel chien, parce qu'on avait un chien qui s'appelait Tequila. Et à chaque fois qu'elle venait à la maison, le chien il voulait lui dire bonjour. Et là, elle disait Oudago, Oudago, Oudago. Donc forcément, ça me marque. Et le deuxième mot que j'entendais beaucoup de cette dame, c'est mofouillé, qui veut dire attention, ça va tomber quoi. Et apparemment, elle devait faire pas mal de conneries parce que j'entendais souvent. Donc voilà. Et puis, je me suis dit quelques années, ça allait s'améliorer. Et bon, à l'Université des Antilles-Guyane, j'ai eu droit à 24 heures de langue du fleuve. Mais j'ai décidé de boycotter. Parce que je ne peux pas comprendre que ça soit un blanc issu d'Allemagne qui vienne 2 semaines m'apprendre à parler une langue au pays même de la langue. Donc voilà, du coup, je vais dire Miwashi, Miwagi, je lave ma voiture, mais bon, j'en ai pas Maripasoula, ça ne sert pas à grand chose. Ou Miwanignan, j'ai faim. Voilà. Mon frère a une autre technique, lui, pour apprendre les langues, par contre. Voilà, une femme, une langue apprise, on change de culture, on commence. Ça allait bien dans le créole, bushinangé, brésilien. Vas-y, on continue, il y en a d'autres. Pas mal, hein. Mais bon, il faut tester, quoi. Donc voilà, donc après, mes petits marchandages avec les gens à droite à gauche, on s'installe sur la pirogue pour se rendre sur le premier village amérindien sur lequel on s'arrête très régulièrement, Toenke et Taluem. C'est 2 villages qui sont face à face. La première fois que je suis montée dans la pirogue, je me suis dit, putain, je réalise un rêve de gosse. Je vais visiter le pays de Taliko. Vous savez pas qui c'est Taliko? Attention. Et je les trouve. Il est là. Taliko, l'Indien de Guyane. Eh ben oui. Moi je l'ai lu mais des centaines de fois ce livre. C'est trop bien. C'est sûr que c'est la vie que tu veux qui te tient. Et du coup, moi, j'ai réalisé mon rêve, parce que Taliko, il habite à Taluem, ou à Toenke, en tout cas dans un des deux. Putain, c'est le bonheur, je vais aller en voir de vrai, mes yeux. Est-ce que c'est pas des mensonges qu'il m'a dit dans ce livre, quoi? Trop bien. Donc du coup, voilà, j'étais vraiment trop heureuse. Je m'installe dans la pirogue, parce qu'il faut savoir que, bon, de Maripasoula à... Où est-ce qu'il est? À Toenke, bon, ça se fait pas une demi-heure, quoi. C'est plutôt 3 heures quand on a un gros moteur. On a de la chance, on a un gros moteur, on a de l'argent au parc, donc ça va plus vite. Mais bon, voilà, 3 heures, c'est le moment où je peux essayer de devenir un peu moins blanche et plus rouge. Puis c'est le moment où on peut continuer à faire les cancans s'il y a des bonnes collègues, dormir. Et puis, me plonger dans les souvenirs encore une fois, quoi. Parce que moi, quand j'étais petite, la matin, elle m'a trimballée dans plein de carbets, dans plein de criques, sur plein de fleuves. Ouais, je revenais encore une fois là.
à ma vie, quoi, à ma vie vraiment implantée en Guyane et à tout ce que j'aime et pourquoi je suis en Guyane et pourquoi je suis là aujourd'hui. Mais non. Même s'il y a eu des missions catastrophes, mais en général c'était beau. Voilà, au bout de 3 heures, on arrive au Catalunya, on se gare. Et puis, on s'en va tout parce qu'on vous a dit, hein, chez sa mère. Ah, en Catalunya, il y a une petite spécificité. Je sais pas si il y a un joueur qui a dû y aller, si tu t'en rappelles. C'est la pente comme ça. Avec ta touche. T'es déjà assommé par tes 3 heures de sommeil. Soit de pluie, soit de soleil. Et là, tu dis, oh putain. Dernier, parce que comme je disais, je suis totalement nulle en langue. J'ai eu aussi des langues amérindiennes à l'université. Le seul mot que je retiens, c'est couscous. Ça veut dire chat. Il n'y en a pas. Il y a bien Maïpouri comme mascotte du village. Mais il n'y a pas de chat, quoi. Ça va pas servir à grand chose. Du coup, avec Mikey, on entame la première étape de la vente. La prospection. Donc on fait le tour de notre village. Bonjour, voilà, je gère un programme de développement de 2 millions d'euros. On a de l'argent, vous avez des projets, venez nous voir, vous voulez développer votre village. Venez, venez. Rendez-vous sur le Tukushipan. Tukushipan, c'est le carbet central dans un village qui accueille les lieux de discussion, qui accueille également les visiteurs comme moi. Moi, je dors là-bas quand j'y vais. Mais là, c'est celui dans tes compagnons. Et depuis la maison. Et on leur dit, venez, venez, rassemblez-vous. On vient chez vous, mais on vous dit de vous rassembler, venez. Et puis on les rassemble, on explique donc qu'on a 2 millions d'euros pour tout le tourisme, l'agriculture, qu'est-ce que vous voulez. La culture, on a tout, association, on a. Venez, venez, il n'y a pas de souci. Et on entame la deuxième étape de vente. La proposition adaptée aux besoins du client. Donc pour ça, on fait d'abord un entretien individuel pour cerner les besoins du client. Donc là, on les fait venir tour à tour. Donc ça donne, voilà, le premier monsieur il arrive, il dit bonjour, voilà, j'aimerais créer un gîte au fond du village pour pouvoir accueillir des gens comme vous dormez sous notre Tukushipan. Et puis on pourrait faire venir des touristes aussi chez nous, faire découvrir comment on vit en pays amérindien. Ok. Bonjour monsieur, ouais, très bien, très beau projet, super, c'est vrai que ça pourrait être plus sympa, découvrir ce qu'on vivait, tout ça. Tout seul dans le Tukushipan. Mais alors le souci c'est que je dis oui, qu'on finançait le tourisme. Mais le problème, c'est pas moi qui monte le dossier. C'est mon collègue chargé de mission tourisme, qui est en vacances. Et donc la prochaine mission, ça sera d'ici 3 mois, donc je pense qu'il pourra venir d'ici 3 mois vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Mais je crains que ça soit difficile, quoi. Parce que le terrain sur lequel tu habites, là, et que ton papa habitait avant, ton arrière-grand-père, toute la zone sur laquelle vous habitez, là, même si c'est chez toi, vous n'avez pas de papier de l'État français qui dit que c'est chez vous. Vous êtes sur une SDUC. Et donc moi, sans titre de propriété foncière, je ne peux rien faire. Et le deuxième souci, c'est que vous êtes en ZAR. Et en ZAR, il faut demander l'autorisation au préfet pour faire venir des gens chez vous. Donc il va falloir poser toutes ces questions au chargé de mission, quoi. Et en fait, ces 2 mesures-là vont en fait nous empêcher, je ne sais pas nous empêcher, mais ne sont pas du tout adaptées, en tout cas, ou plutôt le programme de développement européen n'est pas du tout adapté à ces 2 mesures-là. Qu'est-ce que c'est la SDUC, la ZAR? Alors la ZAR, c'est la zone d'accès réglementée. C'est la ligne rouge qui coupe la Guyane en 2, que vous voyez sur pratiquement toutes les cartes, parce que par hasard ça lève là-bas. Sur toutes les cartes, et vous me demandez, c'est pas un problème d'impression, c'est quoi cette ligne? C'est la ZAR. Et donc cette ligne qui passe en dessous de Maripasoula et maintenant en dessous de Camopi, elle coupe donc la Guyane en 2. Et sur tout ce territoire-là, c'est le préfet qui donne l'autorisation à tout Guyanais de s'y rendre. Nous n'avons pas le droit, nous, en tant que Guyanais, de pouvoir se rendre sur ce territoire. Alors,
C'était voulu, ça a été créé dans les années 60, un décret préfectoral pour protéger les Amérindiens, etc., contre la tuberculose. Sauf qu'aujourd'hui, les Amérindiens bougent, il y en a qui veulent faire du tourisme. Moi, je ne suis pas pour ou contre sa suppression, je dis qu'en tout cas, il faut mettre le débat sur la table, ouvertement, et pas entre services d'État, comme ça se fait actuellement avec des experts qui sortent de la France pour étudier juridiquement comment ça se passe, etc. Mais déjà demander l'avis peut-être à sa population. Ça va déjà un premier pas, je dis. Et cette ZAR, elle donne en fait le droit de vie et de mort, entre guillemets, pour le préfet de choisir qui vient sur le territoire. Et donc, quand on veut développer du tourisme, parce que moi, on va donner une ligne de financement avec du tourisme, avec plein de thunes. Il faut savoir que les financements européens, comme je l'ai dit, l'autorité de gestion, c'est le préfet. Donc d'un côté, il met une ZAR où il empêche finalement le développement du tourisme, et de l'autre côté, il crée des lignes de financement pour inciter à faire du tourisme. Les SDUC, qu'est-ce que c'est les SDUC? Second problème. Ce sont des zones de droit d'usage collectif. Elles ont été créées, pareil, pour protéger, alors j'adore comme il dit ça, les peuples tirant traditionnellement leur subsistance de la chasse et de la pêche et de la cueillette. Je crois que c'est ça. Et du coup, ils donnent des zones du territoire, en fait, souvent le long des fleuves, qui sont classés en SDUC, donc c'est des territoires qui appartiennent à l'État français, hein, où ils disent, bon ben là c'est SDUC, c'est marqué sur un papier, et donc les Amérindiens ont le droit de chasser, pêcher, cueillir sur cette zone et d'y habiter, quoi. Par contre, il ne faut pas abuser, il ne faudrait pas qu'ils développent des entreprises, quoi. Ah bah non, hein, nous, on veut qu'ils restent traditionnels. Hein. Parce que c'est ça ce que ça veut dire, un SDUC. C'est traditionnel. Chasse, pêche, cueillette. Que fait-on des gens à qui on les a forcés d'aller à l'école, de quitter leurs parents, d'aller sur le littoral, à qui on leur a inculqué souvent la religion, bref. Et on leur dit maintenant, non mais non, en fait on t'a montré tout le progrès, mais non mais toi il faut que tu continues à vivre traditionnellement si tu veux rester sur ton territoire. Encore une fois, le préfet qui crée donc les SDUC pour vivre traditionnellement, et de l'autre côté, le préfet qui crée un fonds de développement pour développer notamment la création d'entreprises. Contradiction totale. Et du coup, ça m'a sacrément emmerdé tout ça. Parce que moi, dans l'histoire, j'étais VRP, mon objectif c'était de vendre et j'atteignais pas mes quotas, quoi. J'atteignais pas. Parce que la majeure partie des projets nécessite le foncier. Tu veux faire un restaurant, il faut bien avancer quelque part pour proposer ton restaurant. Tu veux faire un gîte, il te faut bien ton petit coin. Une école de musique, pareil. Tu prends n'importe quel projet, il y a 90% des projets qui passent à la trappe finalement. Parce qu'ils n'ont pas l'acte de propriété. Donc après, j'ai essayé de trouver une manière, un peu comme les fiches d'action, hein, on a essayé, par exemple, je me rappelle une dame qui est venue voir, je fais des petites pizzas pour vendre à la récré pour les enfants, et puis j'aimerais faire des petits plats maintenant pour vendre comme vous, pour les gens de passage, mais il faudrait m'aider à acheter un petit peu de matos, etc. etc. Elle me dit, on peut essayer de détourner ça, comme ils nous prennent au pied de la lettre, les Européens, on peut faire croire que c'est dans un camion ambulant, ils ne sont jamais venus à Taluan, ils ne savent pas qu'il y a des camions ambulants, qu'il n'y a pas de camions ambulants là-bas, qu'il n'y a pas de camions tout court, ni d'électricité, ni d'eau potable. Non, enfin, sauf quelques bandes fontaines. Non, ça, ils ne le savent pas. Je me dis, bon, allez, banco, on va faire un truc ambulant 100%, quoi. Et merde. Sushi technique, quoi. Faut quand même un point d'eau chaude, par exemple. Il faut quand même un raccordement à l'électricité, courant, un truc relativement stable. Il y a des normes sanitaires totalement inapplicables en l'état sur ces territoires. Et donc, quand j'arrive à dévier les problématiques SDUC, ZAR, je tombe sur toutes les lois nationales et européennes. Toutes. Et des lois qui doivent être adaptées
comme ça, enfin adapté, non, justement non adapté, qui coule depuis voilà, des beaux cabinets parisiens là-bas, qui nous écrivent ces lois et qu'on doit mettre en place telles quelles, quoi. Et donc moi, toute la journée, je dis « Ah ben non, vous pouvez pas parce que vous devez faire ça, 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 ça ». Je me spécialise en création d'entreprises de restauration, en entreprise fluviale, voilà. Je commence à faire la VRP des normes de l'État français. Petit à petit, je viens coloniser le sud de la Guyane. Et là, je prends une putain de claque. Je me vois comment ils me voyaient eux finalement sur le territoire. Je me vois comme la meuf qui arrive avec ses fringues assorties la tête aux pieds, sa double toute neuve, avec sa Pirac, son moteur super puissant et son 4x4 tout neuf, hein, qui arrive une semaine, tout frais payé sur les fonds de développement, sur les 2 millions d'euros, j'étais payé moi, à venir faire ça. Hein, et après je repars dans mon petit bureau climatisé tranquille. Et qu'est-ce que je leur ai apporté pendant cette semaine? De la norme, de la norme et de la norme. C'est tout. Je continue ce travail de colonisation finalement entamé par l'État français depuis 3 siècles. Moi qui croyais tellement en cet État sauveur, qui croyais que j'allais m'assimiler, être comme tous les citoyens français, avoir droit à tous ces trucs, comme la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, s'il vous plaît, j'y croyais. Et là je me rends compte que non seulement je ne suis pas et je ne serai jamais assimilée à l'État français, et qu'en plus on me demande de porter la charge d'aller coloniser en son nom, de continuer son travail entamé depuis 3 siècles. Alors qu'est-ce que c'est la colonisation? C'est le processus d'expansion finalement démographique d'un État sur un autre avec une domination culturelle, économique, etc. Aujourd'hui, quand on demande à la population de se plier à des normes inadaptées provenant d'un État situé à 8000 km, nous sommes dans une domination politique. Aujourd'hui, quand l'économie guyanaise est encore portée majoritairement par le secteur public et parapublic, nous sommes dans une domination économique. Aujourd'hui, quand les organisations traditionnelles ne sont plus écoutées, quand les cultures locales ne sont pas valorisées, quand la culture occidentale bénéficie d'une bienveillance hors norme de la part de l'État, nous sommes dans une domination culturelle. Aujourd'hui, nous sommes toujours donc dans un processus de colonisation. Et là, la question qui vient, c'est quand est-ce qu'on arrête? Quand est-ce qu'on arrête de coloniser? Quand est-ce que on dit un grand stop, quoi? Parce que c'est pas la place que je voulais, moi. Je voulais pas amener de la norme sur l'État français, je voulais, sur la Guyane pour l'État français. Je voulais apporter ma petite pierre à l'édifice, c'est tout, quoi. Donc voilà, ça, j'ai médité longtemps, j'ai essayé de faire encore des trucs de détournement, et puis ma solution est venue de quelqu'un d'extérieur, Pierre, un collègue à moi, qui est venu en B comme moi, de ce qu'il voyait. Mais lui avait plus de compétences que moi sur le langage, sur les fonds européens. Il comprenait mieux, il était plus malin aussi. Puis il a compris qu'il fallait détourner franchement le système si on voulait faire quelque chose et faire avancer les choses. Et du coup, il a créé un projet qui s'appelle le programme Micro-Projet, où en fait, le parc amazonien obtient les fonds et lui, ensuite, il met à disposition le matériel, en fait, directement auprès des personnes. Et donc, en fait, c'est le parc amazonien qui prend tous les risques. Et on peut avancer à notre rythme. On peut faire la personne s'immatriculer quand elle est prête et pas quand l'État français lui demande pour telle ou telle subvention. On peut lui faire investir au fur et à mesure de ses besoins et de ses moyens et pas quand l'État français demande la facture pour pouvoir se faire rembourser, etc. etc. C'est vraiment un moyen de se dégager. Et je me suis dit, putain, ouais, on peut faire des choses. Il faut qu'on arrive à s'emparer des outils créés finalement par l'État français, à les utiliser de la bonne manière pour le développement local. Parce que si eux, ils arrivent à l'utiliser pour eux, on peut très bien, nous aussi, le détourner et l'utiliser de la bonne manière pour le territoire guyanais. Donc voilà, après une journée comme ça, à rencontrer des porteurs de projets, j'en ai rencontré en tout, j'en ai rencontré 150, plus de 150 sur le sud de la Guyane. Et sur 150, quand je suis partie, je crois qu'il y en avait 8 qui
qui ont été financés. Non, pas qui ont été financés, qui ont été programmés. Quand je suis partie, pas tous été payés, quoi. Donc voilà, c'était vraiment un sentiment... Et donc à la fin de mes journées, je passais un petit peu de temps avec mes collègues à discuter, on essayait d'aller voir les habitants, de découvrir comment ils vivaient, etc. Voilà, de casser un petit peu les normes, les valeurs, etc. Et puis donc souvent on rentrait tard le soir sur les Tokoshipan. C'est pour toi, LG. Et Tokoshipan, donc il est bien bas, quoi, donc il faut bien se baisser. Donc j'ai oublié ma lampe. C'est important la lampe. On va aller sur Tokoshipan. Je tombe des mises. Donc la lampe a disparu. Mais avec ça, c'est mortel. Là, on n'y voit que dalle. On va faire pipi, pareil. Et donc, je rentre sur Tokoshipan. Et là, à la lueur de ma lampe, je vois des tonnes et des tonnes de cafards gruants. Partout. Et donc, mon objectif, c'était d'aller dans mon super hamac. Heureusement, mon hamac, j'avais pensé à le fermer. C'était intelligent, cette fois-là. C'est rare. Et voilà, l'objectif, c'était arriver, ouvrir, sauter, refermer sans qu'un cafard rentre. Et j'ai passé la nuit entière à vérifier qu'il n'y avait pas un cafard dans mes cheveux dedans. Et j'ai pas pu dormir, quoi. Ça, c'était une de mes premières nuits à Talbiot, au pays de Talico. C'est chaque fois, je m'en rappellerai. Voilà. Et donc après, le lendemain matin, on reprenait toutes nos affaires. Et on repartait sur un autre village parce qu'on ne restait pas trop longtemps, il ne fallait pas trop les aider quand même, hein. Un petit peu pour chacun. Et donc, direction Antekumpata qui se trouve là. Et donc là, retour sur la pirogue. Bon là, c'est la descente, c'est un jeu. Puis j'ai un petit peu mangé, c'est un petit peu plus léger. Et merde, il pleut. Là, c'est trop tard. Je suis déjà trempée. C'est mort. À chaque fois, je me fais... À chaque fois, la pluie me tient. Ça, c'est... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est... Il n'y a que certains talents qui arrivent à mettre leur imperméable au bon moment, quoi. Au début, voilà, je me faisais avoir comme ça. Après, je me suis dit, j'ai une autre technique. Je vais le mettre dès le départ. Oula, il faut pas que je fasse. Je vais mettre le départ quand même. Et donc en général, à peu près au bout de 10 minutes, on va transpirer comme un grand porc en dessous. Donc tu le retires. Comme là, d'ailleurs. Et donc après, j'ai eu une petite technique au fur, mais c'était plutôt vers la fin. J'ai compris qu'il fallait regarder le mec qui est au bout de sa pirogue, qui connaît très bien son territoire, et en qui je fais confiance puisque je mets mon cul à la pirogue toute la journée. Et lui, il sait très bien quand il va pleuvoir ou pas, il cherche son KO au dernier moment, il le met au bon moment. Le principe, c'est de ne pas le mettre au fond de la toupe, erreur fatale. Donc de garder à côté de ça, et puis dès que je le vois commencer à se baisser, des fois il y a des fausses alertes, parce qu'en fait il se baisse pour prendre un coca, comme ça. Bon. Donc tu es là, tu le chopes, tu te le mets, hop. Et surtout, et c'est parti pour 2 heures de tremblote. Voilà. Donc voilà, je détestais la pirogue sous la pluie, je détestais ça. Mais bon, c'était ça un petit peu le jeu pour pouvoir arriver à Antekumpata. Antekumpata, c'est un lieu magnifique, quoi. Déjà, en termes de paysage, on arrive après un saut, c'est magique, quoi. Faut le vivre. Et puis, Antekumpata, c'est particulier, ça a été créé par un blanc. Enfin, ça a été repris, amélioré, etc. par un blanc, ça a été renommé par un blanc, qui s'appelle André Cogna. Et il y a eu des choses qui ont été faites en fait en faveur des Amérindiens de là-bas. Pas mal d'actions à l'époque, qui tombent un petit peu en désuétude maintenant, mais on peut noter par exemple la création de logements un peu plus confortables, la création d'un réseau électrique sommaire relié à l'électricité, quelques heures par jour avec un groupe électrogène. Il y a une bibliothèque immense en bois, une salle de jeu pour les enfants, il y a une école qui a été construite par les habitants, un dispensaire. Tout ça créé de la main des habitants.
avec l'impulsion de André Cognan qui a su chercher des fonds, taper aux bonnes portes pour pouvoir salarier ces personnes, améliorer leur quotidien. Donc voilà, c'était aussi la preuve que quand il y avait des bonnes volontés et des gens qui mettaient des choses, on pouvait mettre en place des choses pour améliorer le quotidien par les habitants et pour les habitents. Pendant très longtemps, l'école a été menée par les personnes de Dante Compata, pareil pour les dispensaires. Pendant très longtemps. C'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, Dante Compata, mon collègue Mikey, pareil, on commençait à faire encore une fois le tour des villages. Du village, je vois, à la recherche encore des clients potentiels. Et je discutais pas mal avec Mikey parce qu'en fait, j'appelle Pikachu, il est tout petit, il a toujours des t-shirts jaunes, je sais pas pourquoi. Et du coup, j'appelle Pikachu. Et Pikachu, ça fait un moment qu'il est au parc. Et avant le parc, il était déjà dans des établissements publics. Et donc, il a un capital de savoir sur ce qui s'est passé sur son territoire, sur les programmes de développement qui ont marché, ceux qui n'ont pas marché. Et il est une des seules personnes qui peut me témoigner de choses, parce qu'en Guyane, il faut savoir qu'il y a un énorme turnover dans la fonction publique. Il y a énormément de personnes qui partent. Il y a un renouvellement incessant des postes. Quand même pas mal dû à la fonction publique d'État et son fonctionnement, puisque il faut savoir qu'un fonctionnaire qui arrive en Guyane a droit à une indemnité très importante pour s'installer chez nous, et qu'elle est versée en plusieurs fois pour essayer de l'inciter à rester. Et donc, la dernière est versée au bout de la 4e année, au cours de la 4e année. Et donc c'est pour ça que souvent, moi j'entends cette blague sur les fonctionnaires où on dit qu'ils restent 4 ans, la première année, ils s'installent, la 2e année, ils découvrent, la 3e année, ils travaillent quand même une petite année, puis la dernière année, ils ont empoché la prime, ils se cassent, ils préparent leur départ. Et donc ce turnover incessant empêche la capitalisation de toutes les données, de tout ce qui a été fait sur le territoire, de notre histoire du développement local, de ce qui a pu vraiment fonctionner ou pas. Et du coup, les gens arrivent avec leur formatage français et répètent encore et encore et encore les mêmes erreurs. Ils réessayent de faire encore et encore les mêmes choses inadaptées sur notre territoire. Et en plus, formatés comme ils sont, ils n'ont pas les feuilles de chou ouvertes pour pouvoir écouter la population locale. Et ce phénomène de turnover, en fait, il est aggravé par un jeu malsain, je trouve, vraiment un jeu malsain. C'est le jeu des chaises musicales. Il se pratiquait beaucoup, en tout cas dans le milieu de l'environnement. Et le principe de ce jeu, on va le tester ensemble, et puis on fera la petite conclusion après, tout simplement. Je vais vous distribuer des petites cartes. C'est des vrais métiers en Guyane, dans la fonction publique ou parapublique. Europe à la DAF. La DAF, c'est mes amis. Vraiment, du fond du cœur, je les aime. Donc c'est pour toi. Et donc je vais vous mettre une petite chanson, une petite flûte amérindienne. Et donc le principe, ceux qui ont des papiers ont le droit de parler avec ceux qui ont des papiers. Et vous, donc, vous pouvez échanger vos postes en fonction de sa couleur des cheveux, de son string ou de son envie d'échanger de poste, quoi. Le temps de la chanson. Évidemment, ceux qui n'ont pas de papier, désolé pour vous, vous regardez tout ce qu'on peut faire. Et donc, c'est pas celui-là. Ouais, c'est comme ça que ça se passe. J'ai 2 minutes de chance. Attends, mais là, Juste parce que c'est là, quoi. C'est ça, c'est quoi? Ah ouais, Ça va être là, mais c'est juste parce que... Mais change ton poste. En même temps... Regarde, là, échange ton poste, échange ton poste. Chargé de mission à la mission programmation Europe de la à la base. Mais dis-moi, tu fais ta non mais... C'est contractuel ou pas? Ah oui, forcément, c'est toujours contractuel. Et on peut pas échanger avec ceux qui n'ont pas de papier. Ça y est, vous avez vu les échanges? Encore? On recommence. Allez, un petit tour encore de flûte. Allez, une petite tour de flûte. Qui demande?
Pourquoi j'ai fini Ah, voilà. J'ai 3 lignes. La fête n'est pas finie, on continue. Mes lignes sont complètes. J'ai envie de laisser le nom, mais non, je laisse le garde. Voilà, ça arrive souvent aussi. Hein. Il y a des gars qui restent très longtemps en poste, jusqu'à la retraite. Tiens, donne-moi le. Non, mais t'as été viré en fait. Des fois, il y a des fusions de postes, hein, quand il y a des gens trop compétents, il faut faire gaffe. Voilà. Dégueulasse. Même Stade de France. Ah, mais j'ai encore 3 lignes. Et donc, bah, ça se passe comme ça. Hein. Faut pas croire, mais voilà, les fiches de poste, elles sont diffusées pour les copains, les amis, les cousins. On appelle d'abord les copines, on fait envoyer d'abord les copines, les CV et compagnie. Et ça se passe comme ça. Hein. Et c'est les mêmes qui sortent faire leur week-end en carbet, compagnie, tous ensemble, et qui parlent du prochain poste qui va s'ouvrir. Et donc voilà, moi, c'est au parc, il y a un gars qui est arrivé de la DAF, le gars de la DAF était remplacé par une dame qui était à la DEC, la dame de la DEC, etc., etc., etc. Et ça, c'est constant. Et ben pour moi, c'est encore une technique pour favoriser une élite. Favoriser une minorité de personnes qui a cette compétence, ce savoir-faire technique de l'administration française, apprise dans des grandes écoles en France. Et donc, ben, on les favorise eux, parce que eux vont pouvoir normaliser notre territoire. Eux sont déjà formatés, et donc vont pouvoir faire le rôle de gentils colonisateurs, bobo écolo. Hein. Je vous conseille donc de lire ce livre d'Albert Memmi, Portrait du colonisé, Portrait du colonisateur. Et je vais juste vous en lire une partie. Le colonisateur ne peut même pas décider d'éviter les colonisés. Il doit vivre en relation constante avec eux, car c'est cette relation même qui lui permet cette vie, qu'il a décidé de rechercher en colonie. C'est cette relation qui est fructueuse, qui crée le privilège. Il se trouve sur le plateau d'une balance, dont l'autre plateau porte le colonisé. Si son niveau de vie est élevé, c'est parce que celui du colonisé est bas. S'il peut bénéficier d'une main-d'œuvre, d'une domesticité nombreuse et peu exigeante, c'est parce que le colonisé est exploitable à merci et non protégé par les lois de la colonie. S'il obtient si facilement des postes administratifs, c'est qu'ils lui sont réservés et que le colonisé en est exclu. Plus il respire à l'aise, plus le colonisé étouffe. Et donc, ben, il y a beaucoup de collègues qui étouffaient. Tous les collègues qui étaient catégorie B, donc les assistants d'œuvre en général, qui n'auront jamais droit à devenir chefs, qui devront toujours être dirigés par des Français. Et la colère gronde, quoi, de plus en plus. Et donc avec Mikey, j'en parlais pas mal, parce que ma colère était identique à la sienne finalement. Non, pas, je peux pas. Non, elle n'était pas identique. La sienne était 100 fois plus forte et il avait raison. Et elle était 100 fois plus forte pour une autre raison. Celle d'un fléau sur son territoire. Celle du fléau de l'orpaillage illégal. Celle du fléau que tout le monde parle pour se faire briller et puis derrière il n'y a absolument rien. Ce fléau qui dure depuis des années. Quand je suis arrivée, quand j'étais petite, on voyait déjà les barges. Quoi. En 89, 90, 91, elles étaient déjà là, ces putains de barges. C'est pas une histoire d'hier, quoi. En 2013, en Guyane, sur le territoire de la Guyane, on dénombre plus de 700 sites d'orpaillage. 700. 2 ans auparavant, en 2011, il y en avait moins de 400. Donc quand l'État français vous fait croire qu'on est en récession, qu'il y a moins d'orpaillage, que c'est contrôlé, patati, c'est pas vrai. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Voilà. 700 sites, c'est à peu près 15 000 hommes, selon leur estimation. 15 000. Vous allez me dire, l'orpaillage illégal, ouais, ok, ça détruit un petit peu les forêts, puis c'est cool, quoi, ça quand même ça ramène de l'argent. À la Guyane, il y en a qui pensent comme ça, et je peux comprendre. Il y a quand même du trafic, ça permet à des gens d'avoir de l'argent, qui est réinjecté dans l'économie locale. Ouais, j'ai déjà entendu des trucs comme ça. Oui, mais non, parce que c'est dramatique, les conséquences, sur plusieurs niveaux. En premier lieu, niveau, ben, comme je dis, écologique, c'est 4000 hectares qui sont partis en fumée de terre, de forêt.
c'est 1400 km de fleuves qui sont impactés. Parce que faut savoir qu'il y a deux techniques d'orpaillage. L'orpaillage primaire, où on va taper directement sur le filon, donc on creuse des galeries très profondes, de plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Et là, du coup, on fait une petite percée dans la forêt, c'est encore discret, mais quand même on saccage une partie de la forêt pour creuser cette galerie de plusieurs mètres de profondeur. Et sinon, la deuxième technique est beaucoup plus répandue en Guyane, quoique ça commence à changer, c'est l'alluvionnaire, c'est-à-dire qu'on tape directement au fond du fleuve, on récupère donc tout l'or qui s'est déposé au fond des fleuves. Et donc, pour ça, on détourne des parties de cours d'eau, on utilise des grosses lances, on peut après passer sur des tables à secousses pour récupérer notre or. Le problème, c'est qu'au-delà de détourner des cours d'eau, ça crée une turbidité de l'eau. Quand je parle de turbidité, c'est-à-dire que l'eau avant elle était à peu près transparente, je suis d'accord, elle n'est pas totalement bleue, mais on voyait encore un petit peu à travers. Et après le passage de l'orpaillage illégal, donc avant, après, voilà, c'est caca marron boueux, quoi. En gros. Et donc ça tue tout un écosystème. Un écosystème qui nourrit la population locale. Si la population locale n'a pas de réfrigérateur, parce qu'il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de Chinois, donc pareil, ils ne peuvent pas acheter leur petit carton de poulet tranquille. Donc ils se nourrissent encore beaucoup de poissons. Donc déjà, il y a une raréfication du poisson, qui est multipliée par le fait que les orpailleurs non plus, il n'y a pas de supermarché, il n'y a pas de Super U et compagnie. Donc eux aussi, 15 000 personnes, il faut bien qu'ils bouffent les mecs. Donc ils chassent, ils pêchent. Multiplié par le fait que les derniers poissons qui restent, ils sont pleins de mercure. Il y a 10 tonnes de mercure estimées qui sont rejetées par an dans les fleuves. 10 tonnes. Et donc, le principe, c'est que les petits poissons qui mangent le mercure, et les petits poissons ils sont mangés par les gros poissons, et les gros poissons ils sont mangés par les humains. Et donc on se retrouve dans une situation où aujourd'hui, à l'heure actuelle, plus de 80% de la population du Haut-Maroni a un taux supérieur en mercure que le taux réglementé au niveau mondial. Des taux en mercure qui entraînent des retards de croissance, des problèmes, des dysfonctionnements graves sanitaires. Alors que même ces personnes-là n'ont pas accès à l'hôpital, sont totalement déjà reculés, ils ont juste un dispensaire qui a le minimum syndical et encore. Et là, c'est que la première partie du problème, c'est qu'au-delà de ça, il y a aussi toute la violence, tout le trafic qui s'installe. 15 000 personnes, ça passe pas inaperçu, les mecs. Il y a des vols, il y a des braquages, il y a une montée en violence aussi, parce que les Amérindiens, c'est leur territoire, ils ne vont pas se laisser faire non plus. Il y a eu des soucis dans le passé, déjà. Et puis, dans le passé, on peut également citer Jean Bella, par exemple, et sa milice, sous les yeux de l'État sauveur qui mangeait à sa table, qui en attendant torturait et tuait des gens, les rendait esclaves. Merci l'État français, super, super taf. Hein? Et donc nous, en attendant, on fait quoi, sinon des Amérindiens? On reste là, on continue notre cueillette là où il n'y a plus rien, on fait quoi? Hein? Parce que l'État français, qu'est-ce qu'il a fait? Il met en place l'opération Harpie, à peu près 500 mecs, contre 15 000 personnes. Il y a 700 sites, il y a 500 mecs, 500 pauvres petits mecs qui n'ont même pas les moyens de toute façon d'y aller. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Même le commandant Lambert, l'année dernière, a écrit une lettre qui est sortie quand même. Le commandant Lambert, c'est le plus haut, là, au niveau d'Harpie, quoi. C'est un apôtre. Et le commandant Lambert, il l'a dit publiquement dans un courrier qu'il ne pouvait pas, avec les moyens actuels de l'opération Harpie, d'éradiquer, ou même de freiner l'orpaillage illégal. Et puis bon, ils sont bien jolis avec leur opération Harpie, ils sont bien marrants, mais peut-être viser autre chose, quoi. Les mecs, les 15 000 orpailleurs qui sont là, ils viennent très souvent de cette zone plutôt très pauvre, ils sont surexploités, la thune qu'ils gagnent, de toute façon, ils la dépensent en pute, drogue et bouffe, en gros, c'est ce qu'on nous dit. Donc il y a bien des têtes de réseau qui investissent de la thune, il y a bien des têtes de réseau qui achètent les groupes, qui achètent les tables et le mercure et compagnie. Il y a bien des gens qui investissent.
investissent. Il y a bien des gens d'accord au Brésil, je suis d'accord, au Suriname, mais il y a des machines qui viennent d'ici, qui ont été financées par ça. On connaît, j'en suis sûre, tous dans la salle, au moins une personne qui fait ça. Je la parle ce soir. Qui n'est pas présente là, mais qu'on connaît tous. Et pourtant, on laisse faire parce qu'on se dit c'est loin des yeux, on loue juste un matos, c'est pas grave, le gars il fait juste son beurre, faut bien qu'il vive, etc. En attendant, on aide juste une population et un territoire. Et donc, face à ça, moi, pendant longtemps, en fait, j'ai pas eu le droit d'en parler, puisqu'on a une clause de confidentialité dans le pacte. Et du coup, j'avais pas le droit de citer ces chiffres, et en fait, ils ont été rendus publics en décembre, suite au travail d'un collectif, les Hurleurs. Un collectif qui s'est monté par dépit, par besoin de s'exprimer et de faire avancer les choses, un collectif citoyen composé de plein d'assos, de plein de personnes d'origines diverses. Et ce collectif, il est allé au front contre l'État français pour obtenir au moins la diffusion des infos, avoir la transparence envers l'État français, envers la population guyanaise. Et donc en décembre 2013, on a obtenu ces chiffres. Donc c'est une première victoire, toute petite. Hein. Ouais, les Hurleurs. La mer rouge ensanglantée. Mais il faut y aller plus fort, quoi. Parce que depuis décembre, on n'a rien obtenu de plus. Ils ont signé un accord de coopération internationale avec du vent derrière. Mais à quel moment on aura des actions communes du Brésil, du Suriname, de la France, en tapant les têtes de réseau également, bordel? Quel moment? Mais bon, l'État français, pas trop là-dessus, il était plus occupé à récupérer 150 kg d'or de saisie au tribunal depuis quelques années et les rapatrier discrètement pour remplir ses comptes en France. C'était ces 150 kg d'or qui avaient été promis, selon Sarkozy, d'être investis pour le développement local et les opérations Harpie quand même. Et le mec, il se prend tranquillement nos petits 6 millions d'euros et puis... Eh ouais, j'ai réussi à combler un petit peu la dette, hein, regardez, j'en ai 6 millions d'euros. Ni vu ni connu. Donc bon, on va pas agir légal. Donc je crois que c'est important de continuer cette lutte. Si vous vous retrouvez dans les Hurleurs, parce que pour moi c'est les seuls qui existent actuellement, rentrez dedans. Si vous pouvez proposer quelque chose d'autre, proposez. En tout cas, il ne faut pas qu'on reste silencieux face à ça. Il faut qu'on arrive à faire comprendre ce qui se passe au niveau national et international. Il faut qu'on arrive vraiment, nous en tant que citoyens, à se mobiliser sur ce fléau-là. Arrêter de, finalement, faire un ethnocide d'une partie de la population. Et donc, voici un des appels à hurler. J'espère vous incitera dans cette cause. Petite exclusivité. Excusez-moi pour la série. Leur poisson, tue le poisson, Jonah couleur de poisson, le poisson fait la crier, c'est dit, c'est ton poisson. Ils font peu commerce, je vois des femmes se prostituer, des hommes forcés à taper, et plus regret. Donc juste pour conclure sur l'employage illégal, qui est un sujet important à mes yeux, je reprends les mots d'Aimé Césaire dans son discours sur le colonialisme. J'ai mis sur cette vidéo aujourd'hui. Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Le fait est que la civilisation dite européenne, la civilisation occidentale, telle que l'ont façonné 2 siècles de régime bourgeois, est incapable de résoudre les 2 problèmes majeurs auxquels son existence a donné naissance.
sens. Le problème du prolétariat et le problème colonial. Que déférer à la barre de la raison, comme à la barre de la conscience, cette Europe-là est impuissante à se justifier. Et que de plus en plus, elle se réfugie dans une hypocrisie, d'autant plus odieuse qu'elle a de moins en moins de chances de tromper. Donc voilà, après toutes mes discussions avec Mikey, je m'en sentais souvent bien émotionnée, comme on dit. Et ça m'a replongé un petit peu aussi dans mon enfance, quand maman m'emmenait chez Dédé et Nicole, sur mon cinérie, où je passais toutes mes vacances, où j'étais finalement en pleine nature, et j'apprenais à nager dans le fleuve, je passais toutes mes vacances là-bas. Je me disais qu'il y a la vérité. On a perdu le capot du moteur, on a fait panne sèche, etc. On arrive là-bas à une galère, et sur le retour, on avait pris une infirmière scolaire avec nous dans la pirogue, et la meuf, elle se fait piquer par un insecte. Et là, allergie, mais grosse allergie, commence à avoir un œdème qui déclare tout ça, commence à ne plus pouvoir respirer, tout ça, commence à nous expliquer, il faut prendre un stylo, il faut percer là, machin, je me dis non. Et la chance pour nous, sur cet affluent, là, Tampoc, qui est très orpailleux, il y avait un poste avancé de l'opération Harpie, donc il y avait des militaires et un médecin militaire. On a pu, en plein milieu de la forêt, lui faire une perfusion, et qu'elle reparte avec sa perfusion sur un morceau de bois, jusqu'à Maripasoula dans la pirogue pépère. Vraiment, c'était, je sais pas, c'est vraiment extraordinaire comme situation. Depuis, on a mis des antihistaminiques dans la boîte de sport, c'est plus rapide. Et surtout parce que ce fameux poste, par manque de moyens, il a été démonté. Il n'existait plus. Et aujourd'hui, il se passait la même chose, la meuf, elle serait morte. Parce que je pense pas que j'aurais planté son idée dans sa gorge, quoi. C'est pas possible. Donc voilà, donc Caillodé, cette fois-ci, quand j'y suis allée, on était en début du mois, vers le 7-8. Vous savez, quand la cave tombe, il n'y a pas de distributeur automatique, il n'y a pas d'électricité. De toute façon, c'est pas rentable pour la Poste de mettre un distributeur automatique là-bas. Et donc, le 7-8, il n'y a personne dans le village, en fait. Ils sont tous à Maripasoula en train de retirer leur thune pour pouvoir faire leur voyage. Mais ça, nous, on s'en fout, on est quand même l'élite de la nation française, hein, quand même, faut pas oublier, ma casquette à chez VRP, moi, c'est moi qui passe en premier, c'est moi qui détermine mes dates de mission, et vous avez qu'à être là, quoi. C'est comme ça. Et donc, ils sont pas là, forcément, ils m'écoutent pas trop, puis je leur donne pas trop de thunes, pas pourquoi ils vont m'écouter. Et donc, dans ce cas-là, je fais le tour du village pour essayer de trouver des porteurs de projet. À force de faire le tour du village, j'ai un peu l'impression de faire le tour des prostituées, comme me faisait ma maman. Parce que quand j'étais plus jeune, avec ma maman, elle était médiatrice de santé publique dans une assoce. Et donc on partait le vendredi soir dans sa petite titine, avec des biscuits, du café et des capotes, pour faire le tour des prostituées, quoi. Puis on parlait avec elles, on découvrait leur vie, on découvrait leurs ennuis, leurs problèmes de papier, etc. Et après, malheureusement, on devait les laisser dans leur merde. On n'avait pas le droit de pouvoir les aider autrement qu'en donnant ça, quoi. Et c'est un peu l'impression que j'avais au fur et à mesure que je faisais mes tours du village, comme ça, de venir balancer mes normes, et puis de me casser en les laissant dans leur merde. Donc voilà, j'essaie quand même de faire des petits trucs, et donc j'allais voir les artisans, coucou, qu'est-ce que vous faites beau, etc. Parce qu'on avait un partenariat avec une assoce locale qui achète l'artisanat pour le revendre sur le littoral. Une chargée de mission que j'adore et qui essaye de faire des choses, un petit peu d'éducation populaire, qui n'est pas forcément écoutée tout le temps. Et donc cette association-là, elle est financée sur fonds publics pour mettre en place ces actions. Et donc les partenaires, au fur et à mesure, lui demandent d'être de plus en plus rentable. Donc elle lui demande d'abord de mettre des prix conséquents, de faire une marge. Donc de multiplier par 2,5 tous les prix. Une marge. Oui, pas une petite. Ensuite, on lui demande quand même, est-ce que tu pourrais sélectionner les pièces? Parce que bon, tout ce qui est vannerie, c'est un peu gros, ça rentre pas dans les valises, ça se vend pas trop, quoi.
Donc voilà, et de commencer à acheter que des ciels de case par exemple, des Malouana, que je vous ai emmené d'ailleurs. Voilà. En version miniature, en version vraie, c'est beaucoup plus grand. Voilà, c'est la salle de case en fait, c'est quelque chose de très important pour le peuple amérindien. C'est quelque chose qu'on place en fait à l'intérieur du Tukushipan, en dessous, quand on l'inaugure. C'est très souvent fabriqué dans du fromager, quand même un arbre très protecteur chez tout le monde en Guyane. Et ensuite, il est sculpté par les mythes amérindiens. C'est que des histoires de mythes en fait, dessus. Avec des pigments naturels et du charbon. Et donc, ça plaît, c'est joli et tout, voilà. Donc ça, on en demande des tonnes, quoi. Et on abandonne petit à petit certaines pièces, comme la vannerie, qui paraît moins intéressant. Forcément, les mecs qui fabriquent tout ça, ils se disent, s'ils achètent que des Malouana, je vais faire que des Malouana. Et donc, qu'est-ce qu'on risque là? On risque la disparition de pièces de l'artisanat parce qu'elles ne sont pas plus fabriquées, parce qu'elles ne sont plus rentables. Des pièces qui existent depuis des centaines d'années. Et en plus, à la fin, on dit ça serait bien que vous n'achetiez pas toutes les pièces, mais que vous fassiez vraiment la qualité du top, parce qu'on voudrait une démarche qualité, machin. Et donc voilà, petit à petit, on sélectionne, on crée des modèles types, on fait rentrer dans des cases l'artisanat local. Et donc, moi j'appelle ça de l'occidentalisation, tout simplement, de notre artisanat. C'est-à-dire que on a une culture dominante, la culture européenne, et même la culture américaine maintenant qui prend. On a deux cultures dominantes. Et donc il faut absolument qu'on fasse rentrer toutes les autres cultures qui existent dans le monde entier dans sa culture. Absolument qu'on les fasse rentrer dans une petite case, parce qu'elles sont bien, et tous les autres c'est de la merde, en gros. Donc il faut occidentaliser tout. Et moi ça me gonfle, parce que voilà, ce ciel de case là, ce type de ciel de case, ça m'est déjà arrivé d'arriver dans un bar, ça m'est déjà arrivé d'arriver dans un bar, et là de retrouver un ciel de case utilisé comme tabouret, donc en gros les gens mettaient leur cul sur les mythes amérindiens, ou encore posé sur un bar, on pose sa bière tranquille dessus, quoi. C'est naturel, de pouvoir, c'est des choses sacrées pour les gens. On ne respecte même pas la culture présente. On l'utilise, on la détourne. Et ça me rappelle, d'ailleurs, la taille du ciel de case. Ça me rappelle un jeune de Coyote. Qui m'a embêté toute l'après-midi. Le gars est venu toute l'après-midi. Madame, je fais des ciels de case. Mais encore plus petit que ça en fait. Il en faisait tout petit comme ça, miniature qui pouvait monter en bijoux. Il me dit madame, l'association en question que vous financez, elle ne veut pas m'acheter mes ciels de case. Ben ouais, pourtant c'est trop beau, trop bien, machin, je peux pas acheter d'ailleurs. Je lui demande pourquoi. Il m'explique que c'est pas traditionnel aux yeux de l'association, qui a un conseil d'administration, et que donc comme il ne respecte pas la dimension, donc ça c'est pas traditionnel, comme il ne respecte pas la dimension originelle de l'artisanat, ce n'est pas considéré comme traditionnel, et donc il ne l'achète pas. Et le gars, il m'a toute l'après-midi, madame, s'il vous plaît, essayez de faire quelque chose, moi, j'ai... Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est ça, le détail important, c'est qu'il faisait des ciels de case petits comme ça, avec les mains palmées. Ce garçon, il était handicapé, physique, et un petit peu moteur, et donc il m'a expliqué toute l'après-midi combien faire cet objet pouvait être important à ses yeux face à l'handicap qu'il avait en fait. Et donc je lui dis, quand je rentre à Cayenne, je vais voir avec la dame, j'attends que la chère de son lui passe un petit coup de fil et elle va pouvoir m'aider, il n'y a pas de souci, dans le détail. Donc je rentre, j'appelle la petite dame, allô, ça va, nanana, je lui raconte ma petite story, elle me dit, ouais, je suis au courant, mais en fait je peux rien faire. Je peux rien faire parce que en fait, c'est le conseil d'administration qui
a jugé de ça. Moi, je suis salariée, j'ai pas mon droit de vote là-dessus, et je suis désolée pour tout. Et cette fois-ci, j'ai pas essayé de résister, en fait. J'ai classé le dossier, je t'ai débordé, ma chef n'était pas là. Voilà, je passe à autre chose. Et le problème, c'est que ce garçon, il s'est suicidé. Quelques semaines après. Et je m'en suis beaucoup voulu. Je me suis demandé pourquoi j'avais pas fait ce qu'il fallait. Est-ce que j'avais une part de responsabilité là-dedans? Et puis en fait, je me suis rendu compte que oui, dans tous les cas que j'ai fait ce putain de geste ou pas, j'ai une part de par ma fonction, de par mon rôle, de par ma représentation. À chaque fois que j'endosse ce costume de VRP, j'endosse aussi les responsabilités qui vont derrière. J'endosse cet ethnocide, parce qu'il faut savoir que c'est pas le seul qui se suicide. Que des Amérindiens, sur le Maroni et à Kamopi, il y en a pratiquement tous les mois qui se suicident. Il y a une épidémie, il y a un problème au niveau des suicides. On a un taux de suicide sur le Haut-Maroni 25 fois supérieur à la moyenne nationale. Si on devait prendre ce taux et le mettre au niveau de la France, on aurait 300 000 suicides par an en France. C'est-à-dire la totalité de la population déclarée et non déclarée de la Guyane en suicide en France. C'est énorme. Et quand je parle de suicide, c'est souvent des jeunes, très jeunes, à partir de 12 ans. Des suicides par pendaison, très souvent, dans la forêt seule. Et ce que je vous parle, ça c'est pas un truc d'il y a 5 ans, ou 6 ans, ou 7 ans. Je parle d'un truc qui dure depuis 20, 30 ans. Des suicides, il y a des témoignages que ça existe depuis 20 à 30 ans, qu'il y a ce fléau qui arrive. Depuis qu'on a commencé la départementalisation, qu'on a mis le RSA, le RMI en place, etc. Juste après. Et qu'est-ce que fait l'État français face à ce fléau? Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève un matin, en 2012, il se réveille. Pourquoi? Parce qu'il y a une pression de tout le monde, que les suicides arrivent en pagaille, tous les jours. Moi, j'ai lu des témoignages de collègues qui ont écrit sur les suicides, qui ont découvert des corps, qui ont porté des corps. Et on les laissait sans aide. On leur disait de continuer à travailler. Et la seule chose, ça a été un plan d'urgence contre le suicide, avec 10 mesures, dont la mise en place de services civiques à destination des jeunes à Kamopi. En gros, 6 mois, 450 €, de l'espoir, plus rien. Rien de structurant. Rien qui dure dans la durée, qui dure. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On leur envoie des trucs, de la prévention alcoolémie. Ben oui, quand il n'y aura plus de problème d'alcool, il n'y aura plus de suicide. C'est logique. Et sinon, on fait venir un psy avec ses fonctions de blanc, sa mentalité de blanc, sa non-connaissance du terrain, pour aller aider des gens qui sont mal à cause de cette mentalité de blanc. Je ne dis pas que je comprends leur malaise. Je dis qu'en tout cas, il y a beaucoup de promesses non tenues. Beaucoup. De la part de l'État français envers cette population. Il y a beaucoup. Excusez-moi. Il y a beaucoup de part de responsabilité de la part de l'État français, de par l'installation des Amérindiens dans son cursus français sans adaptation aux spécificités locales. Pourquoi l'État français, à l'heure actuelle, ne signe pas la convention de l'OIT numéro 169, la convention qui détermine le droit à l'autodétermination pour tous les peuples autochtones, qui détermine le droit foncier. Pourquoi on a droit qu'à un pseudo-décret préfectoral où on n'a pas un vrai droit foncier? Pourquoi on ne reconnaît pas nos spécificités? Pourquoi l'État français refuse? Soi-disant pour ne pas être en contradiction avec la Déclaration des droits de l'homme, parce qu'il ne faut pas qu'on soit
inégalitaire entre citoyens français. Parce qu'à l'heure actuelle, on est en égalité avec un citoyen français, à l'heure actuelle. C'est faux. Donc c'est là où il faut qu'on mène notre combat, qu'on reconnaisse nos droits spécifiques. On a encore eu la preuve, il n'y a pas longtemps. On peut parler dimanche, avec l'ONC Mefes, Open List. Hein, je ne sais pas si vous êtes tous au courant, il y a quand même eu les journées autochtones organisées par la région et l'ONC Mefes qui se pointe le dimanche matin quand il n'y a personne, sans demande du procureur, parce qu'ils ont eu des actes de délation pour venir saisir des pièces et mettre des amendes à des personnes qui viennent présenter leur culture, bordel de merde. Des personnes qui n'ont pas accès aux mêmes droits que tous les citoyens français. Quand eux auront droit à l'eau, quand eux auront droit à l'électricité, quand eux auront droit aux les infrastructures de base, là vous aurez le droit d'ouvrir votre bouche. Pourquoi vous ne voulez pas contrôler? Pourquoi vous ne voulez pas informer sur le territoire? Vous n'avez pas de budget. Eh ben non, si tu n'as pas de budget, tu n'as pas les moyens, tu fais pas. Fin que ça. Tu fais pas quand ça t'arrange. Ah, ça m'a tué cette histoire. Il fallait absolument que je vienne dessus parce que c'est un exemple typiquement de la manière de manquer de respect aux cultures locales. Et tout ça à cause de l'État français et du manque d'adaptation des lois au niveau local. Je vais vous mettre un petit titre pour essayer de soulager un peu l'ambiance. C'est une de mes résistances en association, parce que j'ai résisté de plein de façons, toute seule dans mon coin, dans mon taf, je résiste quoi. Au début j'ai essayé de m'assimiler, à partir du moment où je ne marche pas, je marronne quoi, c'est ça, je m'éloigne, puis après, petits actes de révolte. Et donc là c'était associatif, et c'était avec le SASPROD. On a eu l'opportunité d'aller à Camopi, et que les jeunes de Camopi viennent dans nos studios pour travailler avec eux, pour leur laisser tout simplement le droit à la parole, qu'ils puissent chanter, qu'ils puissent exprimer. Et on continue ce travail sur le long terme pour leur donner l'autonomie de s'exprimer et d'avoir droit à cette parole en dehors de tout cursus officiel. Quoi. Voilà. Arrêtons de les formater, à rentrer dans les projets, l'ingénierie de projet, etc. Laissez-les faire du freestyle s'ils veulent et laissons voir ce qui va se passer. Voilà. Et donc découvrir un titre camopien 100%. Enyum de Candeta, Enyum de Katsuru, Enyum de Kamicha, Terewata, Terewata, Teko Uwu Opu Tarongnam, Gararoyama, Pepanatsinko, Pananaro Pidio, Hugo, Uumbaira, Wiru, Tamsi Perara, Paretananakum, Panesi de Helza, Pipitsi. Voilà, c'était un petit extrait. Il est sur YouTube, c'est je ne vais pas trop vous assommer, donc je pense que vous avez compris un petit peu ma vision des choses. Maintenant, moi j'ai fait une erreur, une énorme erreur. Et elle date de 2010. Parce qu'en 2010, on avait le choix de changer les choses. On avait le choix d'avoir des lois adaptées à notre territoire. Et moi, je n'ai pas voté, simplement. Et si j'avais voté, j'aurais pas voté 74. Je l'avoue, c'est une erreur, une énorme erreur. J'étais embobinée, je croyais encore en être Rita Sauveur, il faut oublier, c'était en 2010, une première année. Premier mois, pratiquement la première semaine, je crois que j'étais à Camopi en plus, le jour du vote. Première semaine au parc. Donc j'étais totalement à fond, quoi. Putain, j'ai vu la claque, quoi. Vraiment la putain de claque que j'ai pris, j'avais pas compris. Parce que de toute façon, j'étais burn l'État, je vote pas aussi, voilà, j'étais aussi ça, les politiciens. Pas burn l'État, mais burn les politiciens, c'est tous de la merde, je vote pas, le système de. Je suis contre, c'est pas de la vraie démocratie, nanana. Donc dans tous les cas, je votais pas. Je me suis rendu compte que je me suis bien fait aider dans cette histoire. Je suis pas la seule d'ailleurs. Parce que l'article 74, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est d'ailleurs l'article 73? Qu'est-ce que c'est l'article 74? Voilà. On est département, région d'outre-mer, parce qu'il y a eu un article créé dans la Constitution française qui dit coucou, la Guyane existe, c'est un département-région, ils ont le droit de faire ça, etc. En gros, on n'a le droit de pas faire grand-chose sauf de suivre leur loi, l'article 73. En gros.
Et dans l'article 74, ils disent « Vous avez le droit de demander l'autorisation à l'État pour faire évoluer des lois, pour les adapter un peu plus au niveau du contexte local. » Et donc, je ne sais pas si vous vous rappelez tous, pourquoi en 2010 on a eu ce vote. C'est parce qu'on a eu des grandes grèves un petit peu avant contre la vie chère. On expliquait que on était contre le prix de l'essence et tout, et qu'on nous a répondu « Vous ne pouvez pas vous aller acheter de l'essence ailleurs, pour ça il faut changer de statut. » Donc on parle de vie chère, on nous répond statut, c'est cool. Donc bien on était embobinés dès le départ, je vous le dis. Et du coup, en plus, parce qu'ils se disent, bon, au cas où qu'ils soient intelligents et qu'ils comprennent le truc et qu'ils choisissent, qu'ils fassent le bon choix, on va quand même compliquer un peu la donne, quoi. On va pas poser une question, mais deux. À poser d'abord la question, il faudrait peut-être juste qu'on fusionne le conseil général et le conseil régional, on va peut-être gagner des sous comme ça au passage, ou est-ce qu'ils veulent des droits vraiment pour eux, quoi. Puis on s'est dit, ah non, c'est encore un peu trop simple, on le met en plein milieu du carnaval, c'est beaucoup plus marrant, en début d'année. Et puis pendant que le pont est fermé, on rajoute à ça un bon discours politique sur « vous ne toucherez plus le RSA », de toute façon, les politiciens, comme je le disais moi aussi, c'est tous des pourris, c'est tous des incapables, nous ne sommes pas capables de nous diriger. Voilà. Et je me suis fait mais couillonner quand même, en beauté quoi. Parce que on n'est pas capable de nous diriger. On est des gros crétins quoi, on est des sous-humains par rapport aux Français. Il n'y a personne dans la salle qui va prendre le poste de chef de délégation à Maripasoula. Personne qui a un master, qui est d'origine guyanaise, qui a un bac plus 4, qui a les compétences de faire ça et qui connaît son territoire. Comme le dit encore une fois mon Albert Memmi, que j'adore, la carence la plus grave subie par le colonisé est d'être placé hors de l'histoire et hors de la cité. La colonisation lui supprime toute part libre dans la guerre comme dans la paix, toute décision qui contribue au destin du monde et du sien, toute responsabilité historique et sociale. Et ce soir, en fait, je vous appelle à reprendre tout ça, à reprendre en main tout ce qu'on nous a enlevé, en fait. Et en premier lieu, d'abord, à se rendre compte, à conscientiser un petit peu toutes les formes de colonisation qu'on a en Guyane et de se battre contre elle. Il y a plein de manières de se battre. Mais l'important, c'est de se rassembler et de le faire tous ensemble, comme on a su le faire en novembre 96, par exemple. On a su montrer à l'État français qui était guyanais, qu'est-ce qu'on voulait, on a su. On a su être tous unis contre un même combat. On a su un petit peu dévier tous les pièges qu'a tendu l'État français à ce moment-là. On a pu encore pour l'université de la Guyane. Et même les grands frères de 96 sont venus apporter leur savoir de résistance. C'était beau. Enfin, moi, j'ai un moment fort, quoi. Et donc, moi, ma question par cette conférence de je ne sais pas combien d'heures, mais un petit peu longue, c'était de venir là, c'est... L'assimilation, ça ne marche pas. C'est la première étape de la décolonisation, pour le passage. Il y a 3 façons de décoloniser. L'assimilation, ça ne marche pas. L'autonomie, ce qu'on aurait pu avoir en 1974, on ne l'a pas eu. Alors, est-ce que c'est l'indépendance que vous voulez tous? Qu'est-ce que c'est? Moi, ma question, elle est vraiment envers le peuple guyanais, c'est est-ce qu'on va se laisser marcher dessus, encore et encore, en rêvant d'une assimilation? Est-ce qu'on va continuer à quémander auprès de l'État français une assimilation, ou est-ce qu'on va vraiment se mettre en marche vers l'autonomie et vers l'indépendance? Est-ce qu'à un moment on va se poser là-dessus? Donc, moi je crois que c'est le moment, comme dirait Sarbésis, time has come. C'est le moment de résister, que tous, chacun, de notre façon, à notre niveau, dans notre travail, dans notre vie, associativement parlant, syndicalement parlant, politiquement parlant, on s'engage. Et je vais lire le discours de Aimé Césaire encore sur le colonialisme. Donc, camarades, te seront ennemis, de manière haute, lucide et conséquente. Non seulement gouverneurs sadiques et préfets tortionnaires, non seulement colons flagellants et banquiers goulus, non seulement macroteurs politiciens à l'échec et magistrats aux ordres,
mais pareillement au même titre, journaliste fielleux, académicien goitreux, endollardé de sottises, ethnographe, métaphysicien, bla bla bla, mais également les donneurs de tape dans le dos, les embrasseurs, les paternalistes, les amateurs d'exotisme, les diviseurs, les sociologues, les endormeurs, les mystificateurs, et blablabla. Je vais essayer de faire un peu plus vite pour vous. Et d'une manière générale, tous ceux qui, jouant leur rôle dans la sordide division du travail pour la défense de la société occidentale et bourgeoise, tentant de manière diverse et par diversion infâme de désagréger les forces du progrès, tout suppôt du capitalisme, tout tenant déclaré ou honteux du colonialisme pillard, tout responsable, tous haïssables, tous négriers, tous redevables désormais de l'agressivité révolutionnaire. Et je vous mets un petit son pour la fin pour conclure en beauté. Je vous invite à aller boire un petit coup avec moi et qu'on discute d'une des premières actions que je souhaiterais en tout cas moi mettre en place, qui est la création d'une association d'éducation populaire. Une association qui porterait ce moyen d'expression, mais également des ateliers, d'autres choses que vous pourrez proposer si vous le souhaitez, pour pouvoir agir collectivement sur des débats, sur des combats. Ça peut être cela, ça peut être d'autres. Il y a énormément de combats en Guyane. Et donc on peut en parler ensemble si cela vous intéresse. Merci beaucoup.